Je joue au golf, hein, donc très mal, et c'est pas très grave, on est plaisir. Et je pense que les gens qui jouent au golf peuvent avoir cette image où si donc je tape dans la balle, elle va pas droit, et si je relève pas la tête pour voir la cible, je vais retaper dans la balle, je vais continuer de m'écarter de la cible et je l'atteindrai jamais. Donc, et pour les programmes et les projets, c'est exactement la même chose. Si on relève pas la tête de temps en temps pour voir où on doit aller, on va se planter. En fait, c'est ce que tu dis. Si on fait pas ça, on n'y arrivera pas. Donc les petits pas sont intéressants, mais il faut savoir vers où on va, même s'ils sont dévient légèrement, il faut qu'on se ramène à la cible. Le jour, je sors de chez moi et il y a un gars en voiture qui me fait queue de poisson. Alors j'allais le rattraper, l'engueuler et machin, puis là je me suis rendu compte que c'était mon voisin. Alors je fais ah mais salut voilà. Donc j'étais engueulé et du coup ça a été ah super machin tralala. Bon voilà. Et dans le boulot c'est ça finalement. Si on connaît les gens et au lieu de s'engueuler, de s'envoyer des mails d'insultes ou ce qu'on veut, bah ou pas faire parce que bon l'autre il m'emmerde à me faire ses demandes, du coup on comprend mieux. Donc ça c'est la deuxième victoire, les gens se parlent et finalement ils retrouvent la banane. Bonjour à tous, je suis ravi que vous soyez là pour écouter la prochaine saison du podcast Les Révolutions. Donc vous le savez, on adore geeker pour essayer de comprendre les problématiques sur l'organisation projet, produit, et ça depuis le début. On a découvert dans les 10 derniers mois des personnes qui nous ont fait réfléchir sur la logique trimestrielle et l'impact que cela avait dans la relation de l'IT avec le business. Ce qu'on appelle aujourd'hui le PI planning, le quarter plan. On a pu aujourd'hui choisir, sélectionner, trouver, merci à eux, plusieurs personnes qui sont venues faire des rex et des retours d'expérience sur cette logique trimestrielle. Des personnes qui ont mis en place ça en mode PI planning, du safe, des gens qui ont cherché à comprendre comment créer cette relation trimestrielle avec le business qui fonctionne au quarter, et d'autres qui s'en sont sortis, qui sont allés sur des logiques lean. J'espère que vous trouverez dans ces échanges des clés pour réussir à transformer votre organisation et à créer vraiment cette IT business partner que tout le monde veut depuis 2010, mais qui reste encore aujourd'hui difficile. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi d'être aujourd'hui avec Christophe Levage, Christophe qui est déjà passé dans le podcast pour un épisode dédié à l'agilité à l'échelle, c'était super intéressant. Et là, voilà, ça fait partie de la saison autour du quarter plan et du rythme trimestriel. On va en parler avec Christophe. Mais avant de plonger dans l'épisode, est-ce que Christophe, tu peux rapidement te présenter, que nos auditeurs te connaissent? Bonjour Bertrand, bonjour tout le monde. Alors je suis super ravi de refaire ce deuxième podcast avec toi. Dans la continuité de ce qu'on avait fait, je crois que ça fait déjà 2 ans, donc c'était chouette. En quelques mots, j'ai démarré ma carrière je suis un pur produit BNP Paribas, enfin BNP d'abord et BNP Paribas dans la recherche mathématique, donc en tant que compte. J'ai traversé pratiquement tous les métiers de la salle des marchés, que ce soit sur le forex ou que sur les dérivés actions, en ayant fait quelques modèles et en ayant participé à pas mal de projets. J'ai fait pas mal d'intégration aussi, où c'est quelque chose que je trouve super passionnant de regarder l'humain et de faire en sorte que les gens arrivent à bien travailler ensemble, même dans des cultures différentes. Dans les gros challenges, j'ai pas mal construit dans la partie intégration BNP Paribas avec BNP et puis quelques années plus tard, je suis parti quelques années pour faire intégration de Fortis dans BNP, donc c'était vraiment des périodes très intéressantes. Et au travers Des gros projets, quoi. des très très gros projets. Avec ouais, voilà cette notion de culture différente et que savoir arriver à travailler plein de gens et arriver à faire en sorte qu'ils se parlent et en ayant des objectifs communs. Et dans ma carrière, après les modèles que j'ai fait en tant que compte, j'ai beaucoup travaillé sur l'intégration de logiciels. Bon, ça c'est une façon de travailler. Et tout début des années 2000, j'ai commencé à travailler sur les dérivés actions où là on faisait beaucoup plus de développement interne. Ok. Et là, il y avait quelque chose qui me gênait, qui me manquait quand on me disait voilà Christophe, c'est 100 jours de dev. Alors je dis 100, on s'en fout, enfin, c'est une unité. Et au bout de je sais pas moi, 20, 30, 40 jours, on me disait bah voilà, il reste 80, 70, 60 jours de dev. Et ce truc qui me choquait, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et puis un jour, j'ai rencontré Sutherland et qui nous a monté sa version de Scrum tout début, enfin quelque part mi des années 2000. Et là, ça a fait tilt, quoi. J'ai dit, tiens, mais il faut qu'on change notre façon de bosser. Donc, j'ai échangé avec lui, c'était super sympa d'ailleurs.
Et à partir de là, voilà, je crois que je suis tombé dans ce côté agiliste, et comment faire en sorte que les gens, on arrive à mieux maîtriser ce qu'on fait. Et voilà, donc dans le top. Et donc, ce qu'on avait vu ensemble là, il y a 2 ans, où j'avais dû parler d'une expérience, d'un énorme projet qu'on avait fait aussi quand j'étais en tant que DSI de BNP Paribas Asset Management, où on avait un gros projet, plusieurs dizaines de millions d'euros qu'on a fait en 2 ans, et sur lequel on a appliqué, je crois qu'on en avait parlé, je suis plus tout à fait sûr, faudrait vérifier dans les notes, mais je crois qu'on avait appliqué des méthodes de type safe avec des modes PI planning, donc sur un très très gros projet. Et de toute façon, on n'avait pas le choix, on était en time boxing, il fallait vraiment y arriver. C'est, chaque mois de retard, c'est 2 millions, donc il fallait vraiment trouver des méthodes pour y arriver. Et depuis 2021, j'ai rejoint BNP Paribas Security Services, sur lequel j'ai continué d'appliquer ce type de méthode en l'adaptant en fonction du contexte. Et je pense qu'on risque encore pas compte. Du coup, quand on a un peu discuté avant l'épisode, tu m'as dit que donc là, t'as parlé de plein de choses, t'as parlé de PI, de safe, voilà, de tout, de plein de mots. Aujourd'hui, et du coup, voilà, de cette aventure initiale dans la compréhension de l'agilité ou tu as, il y a quelques années. Maintenant, de ce que j'en comprends, si t'en reviens un peu sur tous ces mots, qui sont, dont tout le monde a une interprétation et tout le monde a un sens défini. C'est quoi un peu ta position maintenant aujourd'hui quand tu arrives tu vois, dans une nouvelle direction ou autre sur tous ces mots-là, toutes ces méthodes-là, comment tu t'y prends pour essayer de faire en sorte que les gens soient alignés dans la manière de travailler? Ouais, t'as très bien résumé les bonnes notes là, la préparation qu'on en a faite. J'ai effectivement essayé d'effacer tout ce vocabulaire. Alors j'en ai parlé parce que je pense que on a parlé d'agilité, et je sais que tu as posté beaucoup de choses sur l'agilité. Je pense que ça parle à plein de gens. Une façon de ce que j'en vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine allergie au vocabulaire, hein, où on a un peu l'impression que l'agilité est devenue, alors je vais mettre un dogme avec des guillemets, où on passe plus de temps finalement à déployer du vocabulaire qu'à déployer des méthodes. Et finalement, ça engendre une certaine forme de rejet. Et quand on parle de vocabulaire, alors j'ai dit sorte de safe, alors j'ai mis PI, enfin, j'ai utilisé plein de mots où finalement, j'en ai ma définition, et c'est pas une définition qu'on va trouver sur Google ou sur ChatGPT ou ce qu'on veut aujourd'hui. C'est plutôt aujourd'hui, c'est un des points que j'ai donné au coach agile que j'ai pris chez moi, c'est vous oubliez tout le vocabulaire. Donc, je ne veux plus que vous me parliez de Scrum, de Kanban, de Lean Startup, de Unsafe ou whatever. C'est maintenant, on utilise des mots que les gens comprennent. Donc, plutôt de parler de squad, de tribe, ou voilà, enfin, choisissez les mots que vous voulez. Quand on fait des réunions avec tout le monde et qu'on met tout le monde ensemble pour parler d'un projet, d'une cible, et ben, on dit, on va mettre les gens, on va les faire s'asseoir à une table. D'ailleurs, ils restent debout, mais on les met autour d'une table. Et voilà, on parle de table et on va parler d'objectifs, et avec un vocabulaire où les gens se représentent bien ce qu'est une table et ce qu'est un objectif. Le mot projet, déjà, ça commence peut-être à être un peu plus flou, mais on est peut-être un peu plus habitué. Mais voilà, donc moins de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et venir, on se met autour, on se fait, on met les bonnes personnes autour de la table. Et déjà, juste ça, déjà, on enlève tout le reste. Et déjà, ça va bien faire partir les choses. Exactement. Et ça évite que chacun se dise, mais un Scrum, c'est plutôt ça, ou le Kanban, on devrait faire plutôt du Scrum ou plutôt du Kanban. Non, on se met autour de la table et on parle de ce qu'on fait et comment on le fait. Donc voilà, oui, effectivement. Donc là, t'as quand même aussi un rejet, un peu plus du vocabulaire. T'as un rejet un peu j'allais être vulgaire, je cherche les mots pour pas l'être, mais de gymnastique intellectuelle non pragmatique sur ah oui, mais on pourrait faire ci comme ça, machin, etc., alors qu'on n'a même pas encore compris ce qu'on voulait faire, quoi. Exactement. Et d'abord, on s'est pas véritablement fixé l'objectif. On n'est pas forcément aligné sur ce qu'on veut faire. Et certains abusent sur, mais il faut absolument appliquer telle méthode, dont les seuls, enfin, heureusement, il y a qu'eux qui savent ce que ça veut dire vraiment. Et voilà, voilà, ça engendre du rejet, et du coup, on ne débat pas sur les bonnes choses.
Ok. Donc là, aujourd'hui, toi, quand tu arrives, déjà, tu essayes d'enlever un peu ce bruit de méthode slash définition d'objet pour déjà que les gens se reparlent et que le plus important, c'est de bien définir ce qu'ils veulent faire, les contours, comprendre, etc. Ça, c'est le premier point. Exactement. Et ensuite, tu as dit autre chose, hein. Donc là, aujourd'hui, en gros, toi, tu crées un document qui crée le vocabulaire de l'équipe, c'est ça? C'est où c'est quelque chose d'informel? Est-ce que c'est quelque chose que tu communiques aux autres, au reste du métier? Est-ce que tu le fais avec eux? Alors, Ça va être... aujourd'hui, je ne redéfinis pas tout un tas de vocabulaire. Ok. Alors, sur certaines choses, quand on parle de réunions trimestrielles, etc., bon, là, j'en ai créé un, mais en disant c'est un periodical alignment planning, parce que plutôt qu'un QAP avec quarterly agile planning, ça ne parle qu'à ceux qui ont la définition sous la main. Et qu'en fait, comme on cherche à s'aligner avec les métiers et qu'on cherche réellement à définir nos objectifs communs, en fait, la base de ce que je cherche à faire, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet, mais c'est c'est de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un sujet IT. La gestion de projet n'est pas qu'un sujet IT. Mhm. Les méthodes de travail ne sont pas qu'un sujet d'IT, c'est un sujet d'entreprise. Et quand je dis d'entreprise, par moment, ça va même jusqu'au client. Donc, si on arrive à bien onboarder le client avec ce genre de méthode, ça passe encore mieux. Et, euh, et du coup, voilà, enfin, effacer le vocabulaire, éventuellement choisir, dans certains cas, le vocabulaire du sponsor, parce que j'ai appuyé ça, le sponsor, ça peut être product owner, voilà, c'est pareil, hein, choisissons le mot qu'on veut. Et le vocabulaire avec lequel le plus grand nombre se sent à l'aise, et dans lequel tout le monde se reconnaît. Ok. Et après, que ça s'appelle une table, une squad, une tribe, Non, mais concrètement, tu as une formalisation de ça ou ça reste informel tout ce travail-là? aujourd'hui, je ne formalise pas plus que ça. Ok, d'accord, ok. Ok. Et donc, du coup, donc ça, c'est sur la partie vocabulaire. Donc, déjà, tu fais en sorte qu'on arrête de se challenger sur des mots, machin, etc. Tu essayes de simplifier. Tu vas pas juste faire une formalisation et une découpage, mais tu fais déjà de faire en sorte que tes équipes arrêtent de partir dans des circonvolutions dont seuls les experts d'experts comprennent l'ensemble de la finesse. Donc, tu reviens un peu back to the basic. Ok, fine. Ensuite, du coup, toi, tu as travaillé depuis longtemps en PI planning. Je veux dire, c'est pas quelque chose de récent dans tes équipes, dans tes organisations. Tu as déjà fait du PI planning depuis plusieurs années. Et donc, du coup, tu connais le fait de créer des spectres temporels un peu larges sur lesquels on vient replanifier, reprioriser avec le métier ce qu'il y a à faire dans le truc. Tu peux nous parler un tout petit peu de ton expérience déjà sur ce type d'exercice, hein, sur le temps que ça prend à mettre en place, le coût, l'intérêt ou non. Alors, je peux parler des premiers et je peux parler de ceux d'aujourd'hui. Donc le premier, parce qu'en fait j'ai fait un petit retour d'expérience avec mon boss de l'époque et c'était super intéressant parce que le premier, alors je vais redéfinir ce qu'on appelle PI planning, en tout cas dans mon vocabulaire, c'est faire en sorte qu'on ait tout le monde, hein, du développeur, quasi développeur slash des équipes de production informatique, jusqu'au chef de programme. Donc, ça peut faire beaucoup de monde là sur ce programme, c'est en plusieurs dizaines de millions d'euros. Et c'était grosso modo 150 personnes dans la même pièce. Et quand on a fait ce retour d'expérience avec mon boss, il a dit qu'il était pas favorable au début parce qu'il trouvait que ça faisait quand même très cher de faire venir autant de monde. Donc la première difficulté, c'est de convaincre le management. C'est de convaincre la plupart des gens, tous les acteurs. Alors quand vous êtes DSI, c'est facile de dire, tous les gens qui sont en dessous de vous, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est beaucoup plus compliqué d'embarquer éventuellement un COMEX ou autres personnes qui sont pas dedans dans l'entité. Parce que on a aussi embarqué l'éditeur. Parce qu'un de l'éditeur qui travaille pour vous, parce qu'on a déployé une appli, il sait tout de vous. Donc, si vous l'embarquez pas dans ce genre d'aventure et que vous faites note de votre côté sur PI planning, mais qu'il est pas là et que vous le complétez, grosso modo, c'est perdu, quoi. Il faut que lui aussi s'engage à livrer et du coup, on fait un planning commun.
Donc, du coup, c'est un peu plus gonflé que ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on embarque les métiers et on embarque aussi l'éditeur. En fait, on embarque tous les gens qui ont contribué au projet, au programme. Voilà. Ok. Donc, la première difficulté qu'on a, c'est celle-là, c'est de convaincre tout le monde. En termes de coûts, on se dit 150 personnes. Bon, si on résume le truc en étant vulgaire, hein, c'est grosso modo 150 000 € la journée. Donc, il faut rentabiliser 150 000 € la journée. Déjà, il faut rappeler aux gens qu'on n'est pas là pour s'amuser et que c'est pas un off-site où on va aller, je sais pas quoi, faire de la voile ou faire du Lego Co, mais vraiment se concentrer sur mettre ensemble un planning à 3 mois et qu'on s'engage sur un planning et qu'on le décompose en période de 2 semaines. Donc, alors, j'ai changé le mot sprint en itération parce que je trouve que sprint, moi, je suis une course à pied. Sprint, c'est un mot anglo-saxon sur une composante logicielle, IT tech ou comme tu dis, une forme de rejet de l'agilité parce que tu es arrivé en disant je vais t'imposer ma culture, t'as rien compris. Itération, c'est un mot français. Tout le monde, enfin, tu vois, le concept est pas lié à l'IT. Tu vois, iteration of marketing, iteration of commercial. Je trouve que c'est un recréer du lien vers juste l'IT n'a pas à avoir un vocabulaire que d'expert en fait. Juste on peut se parler normalement. Exactement. Donc voilà, donc en mode itération de 2 semaines et voilà, donc cet objectif donc le premier a été très je veux dire épuisant et dans la préparation et dans la réalisation. Donc cette journée, le soir même, tout le monde était crevé, mais le soir même, le responsable du programme qui était très très loin d'être convaincu à qui je vais imposer l'histoire, a rappelé notre boss commun en disant on a gagné 1 mois. Et comme je disais juste avant, 1 mois c'était 2 millions. Donc Ouais. et on a gagné plus d'1 mois. Donc voilà. Donc c'est super. Le fait de dire je concentre les gens, on a fait un travail en avance de bien préparer les choses, on essaie parce qu'on sait qu'on a un événement commun qui va faire que on va investir le temps et dans la même pièce d'avoir tous les gens de manière synchrone dont l'objectif c'est de vraiment qualifier ce qui peut être fait dans les 2 prochains mois, 1 mois, ça dépend, ou 3 mois, ça dépend de la taille de ce que tu veux faire, permet d'enlever plein de problèmes que tu essayes de combler ensuite par des réunions ad hoc en one-one avec des équipes, de synchronisation, l'aspect qui n'a pas été fait, etc. C'est ça? Ouais, alors du coup, on va préciser ce que ça veut dire mettre tous les gens dans la même pièce. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent visualiser le pupitre, les gens dans un auditorium, etc. Donc nous, on sait ce que c'est, donc du coup, on va peut-être clarifier ce que ça veut dire. Très bien. Mettre tout le monde dans la même pièce, c'est juste l'opposé de ce que je viens de raconter. C'est décomposer le projet, enfin ce programme-là en projet ou en delivery ou appelez-le comme vous voulez, à des tailles gérables ou raisonnablement facilement gérables. Donc globalement, on a décomposé ce programme-là dès la première fois en table de 10 personnes. Alors peut-être 15 max parce que il y a des fois c'est un peu plus compliqué de descendre, mais grosso modo la bonne taille c'est de 7 à 10 personnes pour que les gens travaillent bien ensemble et avec chacun son board, ce qui fait que on avait une salle énorme. C'est un hall et dans lequel on avait voilà une vingtaine de tables et chacun pouvait travailler sur ses itérations, son plan à 3 mois et dans lequel on a géré les dépendances, les risques, réadapter la capacité en fonction de ce que les gens devaient livrer et dans certains cas l'ordre des livrables. Donc c'est ça que ça veut dire mettre tout le monde dans la même pièce. C'est pas Tout le monde dans la même pièce. Voilà. Et stop. Bon, j'espère que l'épisode vous plaît. J'ai une chose à vous dire. Vous le savez peut-être pas, mais moi, c'est Bertrand Ruiz, je suis CEO d'Airsas. Bon, placement de produit sponsor, c'est mon podcast. Je suis un peu obligé, non? Donc, Airsas, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de créer le meilleur outil pour aider les directeurs de l'IT, les DG, les DAF à s'entendre sur la priorisation projet, la création de produits, en essayant de créer l'outil le plus simple possible d'utilisation pour le top management. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tous les outils de gestion de projet, de gestion de tâches, etc. sont très orientés utilisation à la tâche, au ticket, et ne permettent pas à un top management de comprendre la réalité. Et ce que vous découvrez aujourd'hui dans le quarter plan,
C'est ce qu'on essaye de faire avec ce produit, être le meilleur outil pour vous aider à mettre en place un quarter plan dans votre organisation. Si ce qu'on fait vous intéresse et que globalement cette saison vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur une ligne par mail. On est plutôt sympa et si on peut aider, que ce soit en vous montrant ce qu'on fait avec Airsas ou en vous mettant en relation avec des gens qui savent mettre en place le quarter plan, ça sera avec plaisir. Bonne écoute et kiffez bien. Ok, donc très cool. Donc c'est le fait d'être, c'est pas une présentation descendante d'un concept roadmap fumeux, c'est de dire ok, globalement on a ça dans la roadmap et globalement on a compris qu'il y avait ça qui était prioritaire. Maintenant, posons-nous tous ensemble, décomposons tout, allons au bout de toute la démarche pour voir si ça passe, comment ça passe, qu'est-ce qu'on doit enlever, qu'il y a les plannings des gens, les machins, etc. Et dire là on est dans l'efficacité opérationnelle de dingue. Et l'idée c'est que quand vous sortez de ça, tout le monde a les idées claires sur les prochaines semaines, les points chauds, les points de synchronisation indispensables et allons-y plein gaz. Exactement. Et comme je le disais, l'éditeur était là, donc lui se renseignait aussi dans sa base pour vérifier que ce qu'on entamait et ce qu'on prévoyait était jouable. Si lui il revient en disant nous on peut pas vous livrer la version là dans les 3 mois, mais les 6 mois d'après, donc nous on a revu, sur certaines fonctionnalités, on a revu, on a redécalé et adapté le planning. C'est en ça qu'on gagne du temps. Bien sûr. Et donc là, on parle du temps, c'est le côté un peu opérationnel, etc. J'imagine aussi, et là, c'est peut-être le côté un peu plus, on va dire, comme tu dis, les pupitres, je vais reprendre le côté pupitre, pas les fesses, mais c'est important aussi que les gens, parce que des fois, les gens, on sous-estime tout le temps le fait qu'ils n'ont pas la vision globale et du coup, raccrocher les choses à un sens commun. Pourquoi on le fait, pourquoi c'est important, pourquoi tel métier, si on n'y arrive pas, ça peut être chaud, pourquoi nos clients seraient impactés si on n'arrive pas à le faire, ou etc. C'est aussi des moyens où les gens se redonnent du sens. C'est pas que du Sanda ou Christophe viennent dans du sens, mais aussi les gens s'expliquent entre eux les impacts des choses et les points de... Et j'ai l'impression que les gens, au final, maintenant, surtout maintenant le côté remote, etc., ont de plus en plus de mal à se parler entre eux sur qu'est-ce qui est important pour eux ou autre. J'assiste dans des journées quarter plan comme ça, où les N-1 du DSI découvrent des sujets impactants les uns des autres ou qui font super mal. Et là, tu dis, ok, donc il y a la question de la parce qu'ils sont tout le temps dans le rush, les points de synchronisation, il y en a peu, ou alors ils sont très focus sur un sujet. Et donc, du coup, il y a quand même cette découverte de nouveaux sujets, de choses qui sont impactantes pour les autres. Ouais, je pense que là, tu touches une autre dimension. Je trouve, tu touches la dimension cross sur une activité. Et là, ça peut être un autre sujet. Je pense qu'on va en parler dans quelques minutes. Le point comme tu dis, il y a d'abord, pour que ça puisse marcher, donc le premier, après on parlera des suivants, mais on a vu tout le monde, j'ai expliqué pourquoi on le faisait, on a donné du sens, on a redéfini cet objectif à 2 ans pour être sûr d'y arriver. Et à chaque fois, on a redéfini, on prend quelques minutes pour redéfinir c'est quoi l'objectif, où on en est, où est-ce qu'on habite, et de temps en temps, on a besoin du sens. Et ça, c'est clé, quoi. Les gens n'ont pas sorti une interface, une ligne de code ou juste en se disant je sors ça, mais voilà, à quoi bon, quoi. Chacun sait que nous sommes dans un bâtiment, le plombier il sait pourquoi il fait passer ses tuyaux, c'est qu'à la fin ça va donner une maison. Ou quand on prend si je prends Notre-Dame, quand ils ont refait Notre-Dame, chacun savait pourquoi il taillait sa pierre ou il fondait son... Et il nous disait, dans l'interview, il disait c'était très dur parce que le timing était serré, mais on a fait l'effort une fois dans notre vie de travailler aussi intensément. Et on savait pourquoi. Et on a fait une cathédrale. Ouais, on n'a pas mis la jupe de la pierre. J'ai pas juste fait la pierre, j'ai construit la cathédrale, j'ai participé. Et ça, il faut que les gens, les managers, y pensent. Donc ça, c'est cette définition sur le programme. Ce que tu définis, la façon dont tu parlais de ce cross avec les N-1 d'un DSI, chaque N-1 peut se retrouver avec des objectifs un peu différents sur des silos différents. Et du coup, c'est vrai que de temps en temps, et ça, aujourd'hui, je le gère pas en mode ce qu'on vient de définir, PI, comment on va l'appeler. Non, ça, pour le coup, je le gère. Moi, je vois mes N-1 toutes les semaines avec tout le monde, quoi. Donc, et Donc le point il est traité parce que toutes les semaines cet enjeu-là, il est quand même traité parce que toi tu crées du rythme toutes les semaines avec tes N-1 pour que la communication sur les objectifs qui sont des fois pas synchrones parce que chacun aussi a ses sujets,
mais qui puissent s'écouter entre eux pour comprendre les points Comme chauds. tu dis, c'est Ok. s'écouter entre eux. Parce que, enfin, moi, j'assiste de temps en temps à des comex où j'ai assisté, où je vois des comex. Le patron parle. J'ai vu des réunions où la table parle et tout le monde attend la fin de la réunion. Non, le déroulement, c'est que moi, je donne des infos un petit peu générales et après, chacun a la parole pour dire c'est quoi ces gros sujets ou éventuellement les sujets communs. Et du coup, tu vois, par exemple, ça, c'est un truc, j'y reviens parce que, pour pareil, avoir parlé avec toi, et t'as beaucoup de choses que toi, tu considères comme, toi, on est toujours le centre de notre propre normalité. Et donc, du coup, des fois, on se rend pas compte, voilà, avec le Delta. D'où l'importance du voyage pour arrêter de se plaindre sur la France sur beaucoup de choses, de Ouais. toutes les façons. Si on revient sur notre suivi de DSI, la majorité des DSI que je connais n'ont pas de points de qualité structurés hebdomadaire avec du RN-. Donc, non, mais du coup, c'est intéressant pour toi. Tu dis, bah, moi, je traite ce sujet-là d'alignement d'un N-1 sur ce qu'ils font, les enjeux qu'ils ont, etc., pour pas qu'il y ait de découvertes ou de trucs qui partent en cacahuète entre eux, en les faisant parler toutes les semaines de manière carrée et pas un point à la schlag là où tout le monde vient avec sa micro-tâche, parce qu'il y a aussi la qualité du poème. Toi, tu le fais ça. Ok. Et ok. Maintenant, si on parle de cette donc le problème qu'on a quand on parle, tu sais, de ce rythme trimestriel, 2 mois, tu vois l'idée quoi, de ce rythme-là de repriorisation par rapport à capacité, etc. en continu. Des fois, ça nous est opposé sur le fait que c'est très court-termiste, hein, et c'est pas dans une logique annuelle ou les budgets annuels, les orientations annuelles, etc. Comment toi tu arrives à lier le fait que ce que tu priorises, ce que les équipes priorisent, comment elles font sur la prochaine itération, enfin le prochain quarter plan, PI, ce que tu veux, soit aligné en fait avec les grandes directions et que ce soit pas en fait une somme de 3 mois qui soit en fait pas tout à fait ou pas très clairement aligné avec la stratégie qui peut changer aussi encore. Ouais, donc pour répondre à celle-là, j'ai une image. Je joue au golf, hein. Donc très mal et c'est pas très grave. On est plus lire. Et je pense que les gens qui jouent au golf peuvent avoir cette image où si donc je tape dans la balle, elle va pas droit et si je relève pas la tête pour voir la cible, je vais retaper dans la balle, je vais continuer de m'écarter de la cible et je l'atteindrai jamais. Donc et pour les programmes et les projets, c'est exactement la même chose. Si on relève pas la tête de temps en temps pour voir où on doit aller, on va se planter. Donc c'est ça, c'est pour l'image, hein, et c'est ce que tu dis. Si on fait pas ça, on n'y arrivera pas. Donc les petits pas sont intéressants, mais il faut savoir vers où on va, même si on dévie légèrement, il faut qu'on se ramène à la cible. Je vais donner l'exemple, parce qu'on est en train de travailler sur on avait un plan chez nous jusqu'en 2025. Du coup, on a même fait un petit peu en avance. C'est top. Et on a vraiment là en ce moment. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Attention, amis auditeurs, ça peut arriver. Dans la vie de Christophe, c'est arrivé. Voilà, donc on est un peu en avance. Et là, du coup, on travaille. C'est vraiment, quand je dis là, c'est là, on sort de workshop la semaine dernière, enfin de non off-site, justement. Ouais. Donc, bon, ce qu'on appelle de Beyond Asset Servicing et pour avoir une vision jusqu'en 2030, voire un peu après. Et alors, pourquoi je parle de ça? C'est que, du coup, pour avoir une vision, donc on fait une vision à 2030. Pour réaliser la vision à 2030, c'est un petit peu ce qu'on peut faire aussi dans sa vie en disant, mais finalement, j'ai envie de me projeter où dans 5 ou 10 ans, puis pour y arriver, je veux être où à la fin de l'année? Et c'est ce qu'on fait. Donc, on définit ce plan à 2030, peu importe, 5 ans, et on se ramène à, mais enfin, très bien, mais aujourd'hui, je dois être où à la fin de l'année et éventuellement à la fin de l'année prochaine. Ça sert à rien de décomposer par année. Déjà la première année, éventuellement la deuxième. Et du coup, une fois que j'ai composé la première année, du coup, j'ai mon plan à 5 ans défini en un an. Et se découper un plan à un an en 4 fois 3 mois, c'est quand même pas si compliqué que ça. Donc, j'ai 5 ans, 1 an. C'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est important. Tu dis ça, tu dis parce que je sens que t'as eu de l'opposition au Donc, final. Que c'est pas que il y avait des questions sur ah ouais, mais non, c'est pas possible. voilà, c'est pas si compliqué que ça parce qu'il faut que les gens adhèrent. Parce que c'est facile de se cacher derrière. Ouais, mais en fait, je l'avais pas fait. C'était parce que j'étais pris par de la prod. Il y a du BAU. Et là, on rentre dans une notion d'engagement. Alors, se dire, je m'engage à 1 an, je l'ai pas fait. On peut toujours trouver des bonnes raisons de pas y être arrivé.
je m'engage à 3 mois. C'est déjà plus compliqué de dire: «J'y suis pas arrivé parce que», tu comprends? Voilà. Et là, c'est pire que ça parce que du coup, ce 3 mois-là, pour être sûr d'y arriver, moi, ce que je demande, c'est qu'on le décompose, comme je disais, en itération de 2 semaines, avec des notions d'engagement. Et ce qu'il faut, et alors moi, ce que je demande, c'est que ce soit les gens qui travaillent, qui s'engagent sur ce qu'ils vont délivrer. Et c'est pas du top down en disant: «Moi, je veux que tu aies fait», voilà, quoi. Et il faut, je pense qu'imposer, on peut challenger, mais on peut pas imposer. Si on impose, on va se planter, enfin, si ce qu'on impose est trop loin de ce que les gens pourront proposer, ils n'adhéreront pas et c'est mort. Donc moi, je pars du principe qu'il faut on travaille avec des pros. Les pros savent et comme ils savent, c'est eux qui doivent nous donner la meilleure estimation de ce qu'ils vont arriver à faire. Après, s'ils ont des problèmes pour y arriver, à nous, au niveau du management, d'arbitrer et éventuellement d'amener des ressources ou quoi aux caisses, mais voilà. Mais l'engagement doit venir des gens qui vont faire. Et du coup, Et là, du coup, quand tu dis que c'est la etc., est-ce que, en général, tu dois quand même les accompagner sur les premières fois pour qu'ils se sentent à l'aise dans la façon de faire? Est-ce que tu as, tu vois, en termes d'expertise, et est-ce que tu dois leur communiquer ce côté, tu sais, rassurant du management en disant, bah, les premières fois, vous avez le droit de vous tromper, les gars, c'est pas grave. Le but, c'est de faire l'exercice, de s'améliorer jusqu'à ce qu'on soit bon. Ça, tu l'as fait dès le début, tu as dû le faire? Non, c'était normal. non, 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 ça se fait pas de façon naturelle. Ils sont au moins aussi bien que moi. Non, mais je sais pas, des fois, tu vois, tu peux avoir des équipes où tu dis, bah, en fait, sur des équipes, oui, sur des équipes, Ah, non. Je sais pas si c'est aussi blanc ou noir, Il y a, quoi. il y a des équipes, c'est plus les gens que les équipes finalement. Enfin, il y a l'adhésion nous, au changement, il y a le fait d'y croire, il y a le fait d'avoir un vécu commun, il y a le fait enfin, oui, de croire en son management, de dire ouais, enfin, il nous a dit ça, mais la dernière fois qu'il nous a dit ça, enfin, il nous a tapé dessus quand ça marchait pas. Donc c'est donnant-donnant. Donc on propose de l'aide et il faut pas juste taper sur les gens s'ils n'y arrivent pas. Faut comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas, les aider. Les premières fois, si on réalise 50% ou 60% de ce qui avait été prévu, c'est déjà bien. Et les gens vont affiner au fur et à mesure. Alors après, si on tape sur les gens, la fois d'après, au lieu de prévoir, on s'en fout, 100 trucs, ils en prévoiront 50, et si ça marche pas, ils en prévoiront 30. Ce qui compte, c'est s'ils en ont prévu 100 et qu'ils en ont fait 50, voir pourquoi c'est que 50, et éventuellement monter à 60 la fois d'après, ou à 80, et les accompagner. Mais c'est une écoute dans les deux sens. Mais les premières fois sont compliquées. Enfin, voilà. Ouais, non, mais on est d'accord. En fait, c'est intéressant parce qu'il faut, enfin, c'est que, tout ça, ça demande de l'effort, de la pédagogie, du management. Ça se fait pas en mode, ah ben ça y est, c'est une, tu vois, je le dis parce que c'est souvent ce qui est critiqué. Dès que tu proposes, les gens, ils ont tellement été échaudés par les gourous de l'agilité en leur expliquant que c'est des trucs que dès que tu proposes un truc qui est en disant ça marche assez bien, on te dit non, mais en fait, ça marche pas, il y a aucune méthode qui marche, tout ça, et que arrêtez de dire que c'est facile. On dit pas que c'est facile et que c'est pas le truc. Ça demande de l'effort. C'est pas inné pour les gens. Il faut avoir du courage managérial pour le mettre en place. Par contre, le gain est intéressant quand ça fonctionne. Plus ça. Le gain est absolument top. Donc, ça demande tout ça plus beaucoup d'énergie, parce que de temps en temps, il faut beaucoup d'énergie aussi, parce que Allez, on sort les rames, c'est parti. On regarde devant, les gars. L'avion, c'est de l'aviron, les gars. c'est de l'aviron, mais on a enlevé les pales. Toi, attends, il reste plus que le bâton là, par un moment, donc c'est très compliqué. Enfin, il y a des moments, c'est très compliqué, donc ça peut réclamer beaucoup d'énergie. Mais en fait, une des victoires, en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'arriver à mettre tout le monde dans la même pièce. Ça, c'est déjà une première étape. Ouais, mais ça coûte cher, les voyages, le machin. Alors les gens qui sont habitués en flex, ah ouais, mais non, mais ça c'est mon jour, je suis de la maison. Enfin voilà, donc on peut trouver plein d'arguments pour pas avoir tout le monde dans la même pièce. Bon, quand on arrive à avoir tout le monde dans la même pièce, c'est déjà une première victoire. La deuxième victoire, c'est quand ils sont dans la même pièce déjà et qu'ils se voient et qu'on les fait travailler ensemble autour de ces tables et pas assis en randonnion. Il y a des échanges, donc les gens se rencontrent. Alors aujourd'hui, comme tu te disais, les gens ils se parlent moins en étant en flex. J'en ai vu, ils se sont vus, ils disent ah c'est toi.
Ils s'étaient jamais croisés physiquement. Jamais. Et ça crée une autre dynamique déjà. Et moi, ce que j'appelle l'effet café depuis des dizaines d'années, où finalement, quand on partage un café, c'est plus facile que quand on l'a pas pris. Et je donne aussi un autre exemple, quand on connaît les gens. Je vais donner un exemple un petit peu décalé, mais je vais le dire avec un peu plus d'humour encore. C'est l'autre jour, je sors de chez moi et il y a un gars en voiture qui me fait de queue de poisson. Alors j'allais le rattraper, l'engueuler, machin. Puis là, je me suis rendu compte que c'était mon voisin. Alors je fais ah mais salut. Voilà. Donc j'ai pas engueulé et du coup ça a été ah super machin. Tralala. Bon voilà. Et dans le boulot, c'est ça, finalement. Si on connaît les gens et au lieu de s'engueuler, de s'envoyer des mails d'insultes, ou ce qu'on veut, ou pas faire parce que bon, l'autre il m'emmerde à me faire ses demandes, du coup on comprend mieux. Donc ça, c'est la deuxième victoire, les gens se parlent et finalement ils retrouvent la banane. Là où après les difficultés arrivent quand on leur demande de faire ce découpage, alors il y en a qui sont réfractaires au post-it aussi, bon ça c'est aussi un autre combat. Mais quand on les fait sortir sur, vous avez décomposé, parce qu'on est bien d'accord des priorités, et pour arriver à ça, il faut que alors ce que je vais appeler le sponsor du truc, ou le mec qui est en charge, et qui est capable de définir, en tout cas arbitrer des budgets et décider de ce que sont vraiment les priorités, il doit aussi être dans la pièce, parce que sinon ça sert à rien. Donc on s'est bien mis d'accord sur ces découpages en 2 semaines. Après, parce qu'on avait abordé ce point-là, c'est comment je fais pour faire le suivi, et là, c'est toutes les semaines, on relève les compteurs. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a pas avancé? Et celui-là, c'est aussi un autre combat. Ouais, ça, c'est notre combat. Est-ce que tu arrives au bout de combien de temps, si tu y arrives, à ce que les métiers soient dans cette logique trimestrielle-là vraiment, vraiment moteur et plus juste suiveur? Ça va dépendre des métiers. Non, mais ça. Ok. Mais il y en a certains, ils sont moteurs. Il y en a certains qui sont vraiment à fond avec toi là-dessus. Certains où j'ai pas eu besoin de le faire. Je crois qu'on en a fait un ou deux et c'était parti. Et c'était en mode naturel qu'on fonctionne comme ça. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est parti. Parfait, on va pas non plus sauver quasi dans le film. Ah, mais du coup, dans les franchises, c'est pas parfait. Enfin, j'ai 2-3 exemples où ils le font, ils comprennent que c'est intéressant et ça leur est très utile. Bon, là où certains ont pas encore complètement compris, c'est que si on a une capacité de 100, on n'arrive pas avec 1000, quoi. Donc voilà. Il y a encore quand même ce réflexe-là de se dire que potentiellement ça pourrait passer, quoi. J'ai un malentendu. Christophe, c'est dans le base qui pense que ça puisse passer. Enfin, je suis pas sûr qu'il raisonne comme ça. C'est que finalement, tout est ultra prioritaire. Ouais, c'est que c'est le feu. En fait, mais même c'est aussi ce qu'ils vivent du coup au quotidien, c'est qu'ils ont l'impression que il y a des feux partout et cette capacité à dire comment c'est même une notion de stratégie. C'est de toute façon, on a des feux partout. C'est quoi ma stratégie pour que à ressources constantes, je m'en sorte, quoi. Oui, j'ai un nombre de pompiers limité, voilà. Donc comment je Ouais. gère? Comment je gère ça? Mais du coup, c'est quasiment des cours de strat, du coup. Dans certains cas, oui. De tactique. Non, mais de tactique, tu vois. Enfin, dans cette capacité-là, dans cette problématique-là, comment s'y prendre, quoi. Ok. Ils ont encore trop cette vision bulldozer au final. Il faut tout les régler pour que ça aille mieux. Ouais, alors bon, c'est pas forcément des feux, mais oui, c'est ça. En fait, c'est un peu tout a l'air aussi important. Alors, par contre, on pourrait le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a rien d'important. Ça se trouve, c'est que des petits feux, toi. Ouais. Parce que quand tu as des très gros projets, comme j'ai décrit tout à l'heure, ou comme on en a fait aussi depuis que je suis chez Security Services, quand il y a un très très gros projet, finalement, pour aligner tout le monde, c'est super facile, quoi. Est-ce que ton projet est plus rentable que celui-là? Voilà. Voilà. C'est facile, ça. Quant à ça en général. Mais du coup, c'est aussi le pendant du DSI qui dit non à tout parce qu'il y a le gros truc et à la fin, le DSI, il se mode aussi tous les métiers parce qu'il n'arrive pas à leur apporter un tout petit peu de soupape. Ah, ça, Christophe, on l'a vu. Non, mais je comprends, mais comme c'est pas ma façon de bosser, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, c'est un échange, quoi. Ça doit être un partenariat.
Tu vois, enfin moi, moi, on est venu me dire, ouais, mais voilà, ça veut dire qu'on va plus rien faire pour nous, Anco. J'ai dit, bah, très bien. Maintenant, si ce que tu m'amènes, c'est 1,5 million par mois de PNL, parce que l'autre projet dont j'ai pas encore parlé, enfin, c'était ça. J'ai dit, mais enfin, je pense qu'on peut regarder l'arbitrage. Maintenant, si ça rapporte moins que ça pour l'entreprise, enfin, à la fin, il faut que ce soit rentable. Donc voilà. Et bizarrement, il n'y a pas tant de projets qui arrivent au-dessus de ça. Mais du coup, c'est clair, c'est défini clairement au niveau de l'entreprise, au niveau de tous les strates de management. Et là, ça va. Ça n'empêche pas de faire d'autres choses à côté. Il faut que ce soit. Ouais, mais là, du coup, c'est le côté, ça nous empêche pas de faire des choses à côté qui est un peu antinomique avec, est-ce que ton nouvelle initiative, en gros, c'est-à-dire que t'as qu'un gros projet et après, les autres trucs, c'est des petits sucres rapides, quoi. T'as pas d'autres projets, c'est des petites choses, des petites améliorations continues. Sur certains sujets, ça peut être ça. Ouais. Ok. D'accord. Et, ok. Et, du coup, est-ce que tu as vu des métiers qui, en dehors de l'IT, mettent ça en place chez eux dans leurs équipes sur les projets, tu vois, où il n'y a pas d'IT, tu vois, le côté, je sais pas moi, commercial, etc., qui ont déjà des logiques, tu vois, trimestrielles de reporting et tout. Est-ce que tu as vu des choses qui sont, qui ont fait des choses un peu similaires, un peu plus pushy? Alors, comme tu me demandes si je l'ai vu, je vais dire non. Mais une fois que je dis non, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des métiers qui se voient tous les trimestres. Parce que en fait, c'est là où c'est un nom un peu biaisé. Ils se voient tous les trimestres. Maintenant, est-ce qu'ils redéfinissent ce qu'on vient de se dire avec, on redéfinit une stratégie à 3 mois et avec un suivi régulier, etc. Bon, pour le coup, moi, j'en ai pas vu. Et là, Ok. Que du coup, tu vois, sur la partie commerciale ou la partie marketing, tu vois, sur les OP marketing, etc., ils fonctionnent, tu vois, en projet trimestriel souvent. Qu'est-ce que tu as dans le trimestre, etc. Mais t'as pas vu ou t'as pas été témoin de ça. Ok. Et si on revient sur la partie, tu sais, alors du coup, alors je vais te donner un mot ou un gros mot, mais tu vois, donc en gros, le mot théorique sur le fait que tous les trimestres, enfin, comment garder une réallocation par trimestre sur les bons sujets, etc., c'est ce qu'on appelle ou ce qu'on peut appeler le lean portfolio management, même si les définitions, je sais que ça te fait sourire, que c'est pas forcément ton vocabulaire, mais globalement, si on revient sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des poches financières par sujet sur une année et où après, du coup, c'est segmenté par trimestre, c'est ça qui permet, alors, financière étant allocation de ressources aussi, hein, interne, externe, toutes. Comment ça se passe un tout petit peu plus ce côté, euh, alors tu dis quand t'as un gros projet, bon, celui-là est majoritaire, mais quand t'as pas un gros, que t'en as plusieurs, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, ça peut être un peu plus flexible, en dehors du grand chamboulement, on va dire. Alors, en fait, comment les équipes sont organisées, on travaille massivement par type de métier et autour d'un système d'information qui est assez, je vais pas dire figé, mais qui est connu. Et du coup, quand on doit faire évoluer entre un projet ou un autre, c'est l'intégration d'un client ou d'un autre, ou d'une interface vis-à-vis d'un autre client, ou enfin peu importe ce que ça va être, on va majoritairement faire appel au même type de ressources. Et du coup, parce qu'elles travaillent, ce sont des sachants sur leur périmètre. Et du coup, on peut réallouer en fonction de sous-projets ou de projets, mais qui travaillent toujours et on a besoin des mêmes skills. Donc là-dessus, cet arbitrage, en fait, on gère de la capacité des gens et on les bouge d'un côté à l'autre. Ça, bouger, peut-être pas le bon mot, mais on les affecte d'un côté à l'autre. Et ça se fait bien. Il n'y a pas un énorme enjeu. Là où tu as raison sur d'autres enjeux, c'est que si on va un tout petit peu plus loin, parce qu'il y a un truc qui devient un peu plus prioritaire, même si c'est pas monstrueux, alors on peut chercher des assistants extérieurs pour compléter les équipes. Et là, il y a deux façons de le faire. Ou bien tu prends un assistant extérieur pour faire tout ce qui est le quotidien, donc le business as usual. Et du coup, tu mets tes sachants en interne sur les projets. Ou alors, tu as vraiment besoin d'une grosse expertise sur un domaine. Et là, du coup, tu vas chercher cette expertise-là à l'extérieur. Et du coup, et là, on peut avoir des poches
de forfait ou autre, pour réallouer. Et c'est pas là où on passe le plus gros budget. Enfin, le plus gros budget d'une DSI, ça reste le run, hein. Enfin, donc après, c'est à nous de savoir mieux gérer le run et d'optimiser notre run, quoi. Mais en termes de projet pur, Ok. c'est pas tu vois, c'est pas là où il y a le plus gros budget. Donc il y a moyen d'aller trouver quelques poches et ouais, non, mais ça se fait. Si vraiment le sujet devient hyper important, Anco, du coup, bah, tu peux avoir enfin, on est dans une grosse banque qui gagne bien sa vie, donc on peut éventuellement avoir un budget additionnel, voire arbitrer entre deux activités si on sent que l'autre activité est moins performante ou il y a moins besoin. Ok. Très bien. Super. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un point, Christophe, sur lequel on n'a pas discuté qui te semble important, pertinent d'échanger? En fait, il y en a plein. Il y en a plein. Là, j'ai parlé du run, donc j'ai ouvert une porte. Donc, j'ai parlé de nos quarters, PI ou ce qu'on veut, enfin, appelons-le comme ça, là, les revues trimestrielles. J'ai parlé des très gros projets. On a abordé les activités. Et là, ce qu'on est en train de faire, ce que tu m'as dit, est-ce que ça marche aussi sur les activités? Sur les activités, donc on l'a fait et on inclut ce côté run. Parce que du coup, on est obligé d'inclure le run. Donc on est, par exemple, dans l'IT, on est obligé de gérer l'obsolescence. Et l'obsolescence, c'est du run. Donc il faut l'intégrer dans le plan à 3 mois. Et ce côté-là, où on intègre aussi le run dans la gestion, pour moi, est hyper important. C'est hyper important dans le sens où tout ce qu'on a décrit ensemble depuis le début, ça donne de la transparence à tout le monde. Et le fait de mettre le run dedans, ça ajoute de la transparence. Donc il n'y a pas du run, des petites évolutions cachées quelque part dans un budget de l'IT et puis les gros projets avec le métier. Tout est ouvert et tout le monde voit ce qui se passe. Et ça assainit les relations et ça permet de prendre de bonnes décisions que je dirais bien argumentées plutôt que de se dire ouais mais tu peux prendre sur une poche là-bas parce que de toute façon quand je vois pas ce qu'il y a dedans, etc. Donc il y a un mot qu'on n'a pas abordé, c'est le mot transparence. Ouais. Et voilà, donc s'il y avait un truc sur lequel si on pourrait passer la journée couler Je dessus, suis chaud. Vas-y, parle-moi. c'est ce côté transparence où le fait de bien partager les problèmes de chacun, la disponibilité de chacun, les capacités, que ce soit de l'IT, de la partie développement ou la partie prod ou la partie métier, enfin hors IT, chacun connaît les contraintes de l'autre avec ça peut être des contraintes de timing parce que toutes les fins de mois la compta a besoin de préparer ses bilans, surtout les fins de quarter, etc. Ouais. Et cette transparence partagée facilite les relations et permet de mieux planifier. D'accord. Et est-ce que la transparence, tu as vu des managers chez toi ou à côté qui étaient vraiment pas à l'aise avec ça et qui ont été détracteurs de toute cette façon de travailler? Ou est-ce qu'au final, comme ça leur permet aussi à eux de mieux gérer les choses, quand les choses sont lancées, c'est good? Enfin, la transparence au début est toujours compliquée parce que les gens ont peur qu'on vienne chercher des choses qu'ils ont peur que ce soit un peu malsain. Voilà, on va le dire comme ça. Ou tiens, ils pensent que je gère mal mon budget ou que je gère mal mes ressources. En fait, les gens regardent le côté négatif. Alors c'est peut-être le côté français, mais c'est peut-être ça. Et la transparence, par moment, induit beaucoup plus de questions. Quand on explique les choses, les gens s'intéressent, commencent à comprendre. Comme ils commencent à comprendre, posent un peu de questions. Bien sûr. Donc ça peut faire peur. Donc le début peut faire peur, et surtout si on a un management qui est pas que je vais qualifier bienveillant tout le temps. Par contre, si tout se passe dans la bienveillance et en partenariat, ah ouais, le début est un peu compliqué, mais quand les gens voient que c'est plutôt pour le bien de tout le monde, pas de raison que ça marche pas. Ouais. Ça marche. Ok. Donc, comme tout, quoi. Ça prend du temps. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Mais à la fin de la fin, quand même, les gens voient quand c'est pour des bonnes raisons, qu'ils voient que ça a un impact et que donc, du coup, c'est pas, comme tu disais, pour des raisons malsaines ou autres, hein. Ça se passe, quoi. Oui, parce que tu l'as dit à un moment donné, hein,
Les gens, on leur a répété, enfin, ils ont vécu, je crois, une dizaine de transformations dans leur carrière. À chaque fois, on leur a dit que c'était pour leur bien-être. À chaque fois, ils n'ont rien vu. Limite, c'était pire. Dans les 9 fois sur 10, c'était pour faire des coupes budgétaires. Donc, enfin, chat échaudé, hein, voilà. Ouais. Et on va pas nous la refaire à chaque fois. Exactement. Donc voilà, il y a un peu de ça. Donc du coup, il faut lutter contre ça. Mais voilà, c'est ce côté, voilà, mindset qu'on doit tous avoir en étant, bah, voilà, si on travaille tous ensemble, ce sera beaucoup mieux. Ok. Et est-ce que des fois maintenant, est-ce que ce que tu fais en termes de travail là, de trimestre, etc., te sert dans ta communication auprès en transverse ou avec le directeur général? Est-ce que ça sert tout ce qui est produit en termes enfin, tu vois, le fait d'avoir une synthèse? Est-ce que ça fait partie des documents transmis en transverse et ou en direction générale? Pas comme ça, mais ce qu'on a fait, alors c'est le mot direction générale qui m'embête, parce que tu vois, enfin, voilà. Ouais, je sais Non, pas. mais Ou redéfinis-le, hein, j'ai pas de. pour certains, là, on a fait l'intégration d'un très gros client l'an dernier, vraiment un très gros client, qui touchait beaucoup de métiers chez nous, et on a fait exactement ce que j'ai décrit. Et donc tout le monde est autour de la pièce, avec des gens et de Paris, du Luxembourg, et c'est un multi-site, multi-activité, donc c'est hyper intéressant. Et le rapport hebdomadaire, on le faisait remonter au management, oui, donc les gens au-dessus de moi. Ok. Et dans Et, l'esprit de, on vous montre où on est, qu'est-ce qui avance pas, où sont nos problèmes, et si on avait besoin, bah, pour qu'ils puissent intervenir. trop bien. Donc ça devient un élément de communication intéressant en transverse. Enfin, ça te permet d'avoir cette communication-là, quoi. Mmh. Trop cool. Ben écoute, moi, Christophe, c'était super intéressant. Moi, j'aime bien en parler avec toi parce que à chaque fois, tout est normal. Et tout, oui, mais ça, c'est normal de faire comme ci. Ça, oui, mais ça, tu sais, c'est normal de faire comme ça. Et en fait, il faut creuser, quoi. C'est cool. Merci. Merci, Christophe, pour ton temps. Est-ce que si on a des auditeurs qui veulent te contacter, ils peuvent te contacter sur LinkedIn pour échanger autour de ces Bien enjeux-là? sûr. Toi, t'es basé où du coup? T'es pas basé à Paris, hein, faut le dire à nos amis Ouais, ouais, franco-français. des amis franco-français. Donc, je suis basé au Luxembourg, mais avec un rattachement très fort avec Paris, parce que mon boss fonctionnel est sur Paris, et on bosse à l'international. Donc, voilà. Ok, trop cool. Bah écoute, merci pour tout, Christophe. C'était super intéressant. Merci Bertrand. Merci à Merci à tous. Bonne journée.